Bonjour Michael, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Bonjour. Donc, j'ai commencé mon parcours post-bac, donc j'ai fait une classe prépa. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'École normale supérieure de Lyon. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une thèse à Brest. Puis, j'ai fait deux post-docs. J'ai fait un post-doc à Angers et j'ai fait aussi une année de post-doc à Brest avant. D'accord, Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver un poste de maître de conf à Saint-Étienne, il y a 10 ans. d'accord. Et donc tu enseignes à Saint-Étienne et toi tu fais des mathématiques, c'est ça? Voilà, ouais, donc je suis maître de conférence en mathématiques. On a des enseignements qui vont de la L1 à la L3, et puis de temps en temps, on a des occasions pour donner des cours de Master 2 à Lyon. Et sinon, je fais de la recherche en mathématiques, en algèbre, géométrie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, faut s'accrocher un petit peu, hein, Oui. mais voilà. Euh, donc, l'algèbre, déjà, quand on croise l'algèbre au lycée, c'est tout ce qui correspond, on va dire, aux équations, les équations de degré 2, delta, discriminant, tout ça, ça fait partie de l'algèbre. Ça correspond aussi à l'arithmétique, D'accord, quand on va faire des calculs modulo 3, modulo 4, ou ce genre de choses. Plus généralement, quand on passe un petit peu dans le supérieur, ça va être très rattaché aux structures, on va dire. Donc, les structures, c'est des ensembles avec certaines règles d'opération dessus, des lois de composition, comme on les appelle. d'accord. Donc, l'exemple classique, c'est on prend les nombres entiers, et puis sur les nombres entiers, il y a l'addition. Ça prend deux entiers, ça renvoie un troisième entier. Il y a la multiplication, qui prend deux entiers, qui renvoie un troisième entier. Oui, Et ces opérations, elles ont des caractéristiques communes. Elles sont associatives, par exemple. oui, A plus B plus C, la même chose que A plus B plus C. d'accord. Elles sont commutatives. A plus B, c'est la même chose que B plus A. Oui, Donc on va les mettre sous un même chapeau. On va appeler ça des lois de composition interne et qui vont vérifier des propriétés. On va prendre pour une structure donnée toutes les lois de composition interne qui permettent qu'ont cette propriété. Et juste ensuite regarder de façon abstraite ce qu'on est capable de dire sur ce genre de structure. Parce qu'après on les retrouve d'accord. à plein d'endroits différents. Alors je suppose que toi tu fais des choses plus complexes que des additions et des multiplications. Voilà, exactement. Ouais. Donc, moi, ça s'appelle la théorie de Lie. Donc, c'est lié à des groupes qui sont continus. Alors, qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, il n'y a qu'une seule loi de composition interne. D'accord, Mais en plus, il va y avoir une certaine topologie, une certaine géométrie sur ce groupe. Donc, on peut penser à des groupes de transformation, peut-être c'est le plus simple. Si on part du plan et qu'on prend les symétries, les rotations, les translations, tout ça, oui, ce sont des transformations du plan. On peut les composer. On peut d'accord, faire d'abord une symétrie, puis une rotation. Donc ça nous donne une nouvelle transformation. ouais, Donc à deux transformations, on a un moyen d'associer une troisième transformation. oui, Par contre, d'accord, c'est plus commutatif. Si on fait d'abord une symétrie, puis une rotation, c'est pas forcément la même chose que de faire une rotation, puis une symétrie. d'accord. Donc A plus B n'est pas Donc, égal à B plus A là. exactement. D'accord, Et donc, voilà, en général, on va s'abstenir de le noter plus pour pas avoir les réflexes de toutes les règles de calcul qu'on connaît sur plus. Mais voilà, ça va être une loi de composition interne qui va avoir en l'occurrence la structure de groupe. Alors, c'est associatif, il y a une transformation neutre qui est l'identité. Si on ne bouge rien, et ben, si on compose la transformation qui ne bouge rien avec une autre transformation, ça nous laisse l'autre transformation. d'accord, Ce qui joue ce rôle-là dans l'addition, c'est le zéro. Ce qui joue ce rôle-là dans la multiplication, c'est le un. d'accord, ok. Et alors toi, tu travailles donc sur ces groupes, mais qu'est-ce que tu essayes de... Parce que tu fais de la recherche en mathématiques, donc c'est quoi? C'est l'idée, c'est de découvrir de nouveaux théorèmes, de découvrir des nouveaux comportements. C'est quoi l'objectif de ton travail? Ben oui, oui, l'objectif, c'est découvrir des nouveaux théorèmes. D'accord. Donc, il faut réussir à déjà trouver une question qui soit intéressante. Oui.
Et il faut essayer de trouver un moyen de la démontrer, de trouver un raisonnement logique qui nous permet d'arriver à une preuve du résultat qu'on veut, ou des fois on n'arrive pas au résultat qu'on veut, on arrive à un résultat qui n'est pas aussi simple que ce qu'on espérait, mais on arrive à décrire quel est l'écart par rapport à ce qu'on espère. Ça fonctionne, j'ai envie de dire, un petit peu comme dans les autres sciences, dans le sens où le théorème qu'on cherche à prouver au début, bah, c'est peut-être notre hypothèse qu'on va chercher à tester. D'accord. On va faire un certain nombre de calculs, de raisonnements pour essayer de voir s'il est vrai ou pas. Des fois, on n'arrive pas trop à savoir. Des fois, on arrive à des résultats plus précis. On saura, normalement, au bout du compte, par contre, c'est vérifiable, quoi. On a une démonstration du résultat, ou on a une démonstration du contraire de ce résultat, ou de contre-exemple, quoi. D'accord, très bien. Et alors, ces mathématiques que tu développes, c'est des mathématiques qui sont, tu le développes d'un point de vue recherche fondamentale et accumulation du savoir, ou c'est des maths qui sont utilisées dans certaines applications? Euh, alors moi, les applications que j'ai en tête, c'est des applications qui sont intra-mathématiques, hein. D'accord. Euh, ce ne sera pas des applications directes à l'industrie. C'est-à-dire qu'on vit dans un écosystème, on va dire, de mathématiques où il y a plein de mathématiques en interaction. Ouais. J'ai parlé des groupes qui sont un objet. Il va y avoir les algèbres de Lie, il va y avoir la physique mathématique, il va y avoir de la géométrie symplectique, il va y avoir de la théorie des schémas. Il y a plein d'objets qui ont plein de raisons d'être en eux-mêmes, que ce soit des raisons d'être abstraites ou qu'elles viennent de la physique théorique et qu'elles soient alimentées par la physique théorique. D'accord. Et donc on vit au sein d'une sorte de réseau de mathématiciens qui sont spécialistes de leur sujet, et puis des quelques branches qui partent à gauche à droite. Et très souvent, il y a quelqu'un qui va nous poser une question, qui va nous dire, ah Ouais. bon, bah, tiens, je sais que dans ton domaine, peut-être que si tu avais la réponse à cette question, ça m'aiderait de mon côté, parce qu'il y a il y a des ponts, il y a des connexions. Ouais. Et C'est-à-dire donc, que ce que tu vas développer toi en mathématiques va être utilisé par d'autres mathématiciens pour avancer d'un pas dans leur travail à eux. voilà, et puis in fine, on peut très bien imaginer que ça arrive à la physique théorique qui irrigue quand même beaucoup de choses, mais Oui. moi directement, je suis incapable de citer une application en physique théorique, mais je sais que ça intervient dans les modèles. Le type de maths que je fais intervient quelque part dans les modèles cosmologiques, D'accord. intervient quelque part dans la physique des particules, mais j'aurais beaucoup de mal à l'expliquer. C'est pas quelque chose que je comprends moi-même, quoi. Oui, oui, d'accord. Ok. Donc, d'accord. Alors, j'avoue que les mathématiciens, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour les sciences expérimentales. Notamment, il y a ce fantasme en tête du mathématicien qui a un tableau avec plein d'équations, comme derrière toi, et qui passe sa journée à le regarder, qui rajoute un exposant et qui a fait sa journée, quoi, qui est content. Et donc, je suppose que c'est pas comme ça que tu travailles au jour le jour. Donc, comment, en fait, cette recherche en mathématiques, elle se fait au jour le jour? Tu utilises des outils, comment ça se développe, en fait? Alors, il y a différentes réponses. Euh, quand, quand je suis tout seul, on va dire, sur un problème donné, Oui. euh, mon, il y a une grande partie qui va être de la visualisation, de la conceptualisation mentale, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que le problème, quand il nous arrive, ok, on peut comprendre l'énoncé, mais on a du mal à se représenter ce qui va faire intervenir. Donc moi, je fonctionne assez comme ça. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous mes collègues, mais je fonctionne avec beaucoup de représentation mentale. Pour moi, un groupe, ça va m'évoquer quelque chose de précis en fonction des propriétés que je lui connais. Ça va souvent m'évoquer une figure qui est assez géométrique dans ma tête. D'accord. Et je fais aussi de la géométrie par ailleurs. Et alors, c'est de la géométrie en dimension arbitraire pas forcément sur des nombres réels, ça peut être sur des nombres complexes et tout ça, mais quand même, je vais garder des représentations simples en dimension 2, en dimension 3 de chaque phénomène qui sont dans ma tête, et je vais essayer sur un problème donné, d'essayer de tester un petit peu cette intuition, de voir quelles sont les choses qui sont en jeu. Est-ce que si je diminue un paramètre, est-ce que ça va faire plutôt diminuer ou grandir tel autre paramètre? Est-ce que j'ai un moyen d'attaquer le problème en utilisant telle approche, ou si finalement en utilisant telle approche, j'ai des raisons de penser que ça ne m'apporte aucune information sur mon problème donné. Donc j'ai envie de dire, ouais, une première partie qui est vraiment de la conceptualisation D'accord. mentale, on va dire. Il y a une partie fatalement qui est de la recherche de résultats, parce que des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur un projet où j'ai été sollicité
par des collègues qui sont assez proches de mon domaine, mais un petit peu moins spécialistes d'un truc précis. Je suis allé chercher dans mes sources, parce que je savais qu'il y avait des choses qui ressemblaient un petit peu, et on est tombé directement sur un des résultats majeurs dont on avait besoin, quoi. D'accord. On s'est dit, il va nous falloir des mois pour le prouver, et en fait, non, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait le travail. Donc, Oui. il y a cet aspect-là. Et il y a un gros aspect aussi expérimentation, ce qui va être en fait des calculs qu'on pose. On, on a besoin de résoudre un problème qui va se passer en toute dimension. Qu'est-ce qu'on est capable de dire en dimension 2? Tiens, on est capable de le résoudre en dimension 2 complètement. D'accord. On pourra peut-être pas faire le même calcul en dimension arbitraire parce qu'on a posé toutes les équations et c'est moche. Mais on peut aller chercher quelque part où se situe l'information essentielle, celle qui nous a permis de trouver la propriété qui nous intéresse, par exemple la propriété géométrique. D'accord. Pourquoi il y a une singularité sur cet objet ici à cet endroit? Bah, peut-être qu'on pourra ensuite essayer de généraliser. Tiens, dimension 3, ouais, j'arrive à faire le calcul de façon plus simple pour qu'en dimension 3 ça fonctionne. Tiens, j'arrive à généraliser un petit bout en dimension arbitraire. Tiens, j'arrive à résoudre un petit peu plus, quoi. Ok. Donc tu pars en fait on va dire, du problème simplifié en dimension 2, tu le comprends mieux, puis tu essayes de l'appliquer à des dimensions supérieures, soit entièrement si ça passe, soit par, on va dire, sous-domaine quand c'est trop compliqué, c'est ça? Voilà, ouais, ça colle à peu près à ça. Alors j'ai pris l'exemple de la dimension, mais Oui, ça oui. peut être n'importe quoi. C'est juste que la dimension, ça parle, mais Oui, des fois, c'est juste, on va prendre un groupe fini simple d'ordre n, et puis on saura peut-être dire quelque chose, je sais pas, mais voilà. d'accord. Et donc, tu évoquais qu'une partie de ton travail, c'était quand on venait de voir, par exemple, arriver à aller chercher dans la bibliographie, des choses comme ça, des outils mathématiques qui ont déjà été développés. Mm. Et donc ça, j'ai l'impression que ça implique en fait qu'il y a une expertise tellement pointue que tes autres collègues mathématiciens ne sont pas capables eux-mêmes d'aller chercher la bibliographie et de la comprendre en fait. Est-ce que c'est ça que ça implique? Mm, non, ils sont, enfin, en l'occurrence, sur cet exemple précis, ils étaient capables de la comprendre, mais c'est juste que je savais plus ou moins où chercher. D'accord. Donc, en sachant plus ou moins où aller chercher ce qui était connu, en On gagne du creusant temps. un petit peu, en allant chercher les références, on est tombé sur le résultat. Mais des fois, oui, c'est comprendre un article mathématique, c'est un vrai travail en soi, quoi. Des fois, je review des articles Oui. d'un niveau, on va dire, tout à fait standard pour les mathématiques, et je peux passer 3 mois dessus pour être sûr à la fin alors pas 3 mois à temps plein, mais pour être sûr qu'il soit valide, qu'il n'y ait pas d'erreur mathématique, que je suis capable de reproduire chaque étape de raisonnement. Donc tu essaies de refaire la démonstration qu'ils ont fait quoi. Voilà, j'essaye de la suivre pas à pas pour vérifier que je suis d'accord avec eux sur chaque ligne. Régulièrement, il y a des lignes sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais sur la plupart du temps, ça se résout très simplement. On sait très bien qu'on peut effectivement passer de la ligne 1 à la ligne 3, c'est juste que l'argument de la ligne 2, on n'est pas tout à fait d'accord, mais voilà. D'accord. Alors c'est intéressant de mon point de vue parce que j'ai pas l'habitude qu'il puisse avoir des désaccords sur la façon de passer de la ligne 1 à la ligne 3, comme tu dis, en mathématiques. Parce que j'avais l'impression que la mathématique, alors moi j'en ai pas fait à très haut niveau, c'était très, en fait c'est bon ou c'est faux quoi. Alors oui, non, c'est bon ou c'est faux. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pu faire un raccourci qui s'avère être faux. Il se peut qu'il y ait une petite erreur dans le papier, sachant qu'ils savaient très bien eux aussi qu'on pouvait passer de la ligne 1 à la ligne 3, mais ils ont utilisé un mauvais argument. C'est D'accord, plutôt ça ok, que je donc voulais c'est dire. en plus un défaut d'explication que de réelle Voilà, solution. où moi je vais trouver soit des petites erreurs factuelles, soit des typos, hein, bien sûr, mais D'accord. ouais, c'est ça. Comment dire? Il est souvent on est guidé par une sorte d'intuition Oui, qui, comme je te l'ai dit, hein, il y a une sorte de conceptualisation mentale qui va nous faire dire bah, pourquoi ce résultat a une chance d'être vrai. Et suivant cette intuition, on va la dérouler pour essayer d'en faire un raisonnement mathématique correct et compréhensible par les pairs. d'accord. Et c'est dans ce déroulement où de temps en temps on fait un petit raccourci de raisonnement. On va se dire, bah tiens, oui, ça c'est vrai, donc je le déroule et tout. Mais en fait, non, c'est pas exactement ça qui est vrai. Faut D'accord. complexifier un peu la phrase pour qu'elle devienne vraie, parce qu'on n'a pas traité tous les cas, parce que quoi que ce soit. Oui, Mais l'idée générale, en général, reste la même. Il se peut qu'on trouve des vraies erreurs qui posent problème, hein, oui, mais mais oui, ça arrive. Ça arrive. Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que j'ai vraiment l'impression en fait que
tu as une intuition du résultat, enfin pas du résultat mathématique ou du théorème mathématique, alors qu'on parle de choses qui sont quand même extrêmement conceptuelles et théoriques. Et je trouve ça vachement intéressant, cette notion de... Bah, dans ta tête, tu vois la solution, en fait, d'une certaine façon. Pour des choses qui ne peuvent pas se voir ni se toucher. Et Mhm. donc c'est vraiment ça, il y a vraiment cet aspect d'intuition que tu as toi et d'autres, les autres mathématiciens travaillent aussi comme ça, en fait. Oui, oui. Alors, j'ai déjà discuté avec des gens d'autres disciplines. C'est peut-être un des trucs qui nous caractérise. Je dis pas que tous les matheux fonctionnent comme ça, mais en tout D'accord. cas, c'est la façon dont je fonctionne et un certain nombre de collègues. Euh, c'est vrai, c'est de réussir à concrétiser finalement ces choses abstraites. Ouais. C'est dès le début, quand on va dire lycée, le supérieur, les études dans le supérieur, hmm, peut-être plus naturellement que d'autres camarades, les choses, j'arrivais à les voir, même si c'est, Oui, c'est pas visuel, mais... j'arrive oui, à donner un sens à ces propriétés qui fait que je peux les bouger dans ma tête, on va dire. Je peux jouer sur un paramètre et arriver à interpréter ce que ça va changer si d'accord. jamais je bouge par un paramètre dans la théorie, qu'est-ce que ça peut permettre, qu'est-ce que ça risque d'impliquer, essayer de. Alors souvent c'est long comme un Oui, processus. C'est des petites étapes par petites étapes. Tiens, mais ça va avoir une influence sur ça, qui va rebasculer sur ça. Et j'ai in fine une chance de démontrer ça. Mais d'accord. Alors je trouve ça très intéressant et ça me pose une question liée à, on va dire, à la collaboration entre mathématiciens, entre collègues du même laboratoire de mathématiques. Parce que si vous conceptualisez beaucoup les choses dans votre tête et que c'est des choses qui vont être difficiles à écrire sur un tableau ou des choses comme ça, comment se passe la collaboration entre plusieurs chercheurs? C'est comment vous travaillez en équipe? alors, déjà, on travaille pas forcément en équipe avec les gens du même labo. Oui, Moi, je crois que la plupart des collaborations que j'ai fait, si c'est pas l'intégralité, c'est toujours avec quelqu'un d'extérieur. d'accord. Mais avec les gens du labo, on va discuter mathématiques aussi, et puis il peut très bien y avoir des collaborations, mais c'est C'est pas forcément peut-être local. beaucoup plus que dans d'autres disciplines, c'est peut-être moins local. C'est juste un petit aspect. Et oui, bah, je pense que justement, ça va passer par une verbalisation qui va nous aider à préciser nos idées. D'accord. Et on a, on va avoir un petit flash, un petit éclair sur, tiens, peut-être qu'en passant par là, ou peut-être que ça, c'est une information qui a du sens, qui va nous permettre d'avoir certaines propriétés. Pourquoi je le pense? Et ben là, il va falloir commencer à avancer des arguments, à dire, bah oui, c'est parce que je sais très bien que dans les groupes algébriques réductifs sur un corps fini, et ça ressemble vraiment à ce phénomène. Alors l'autre peut ne pas voir du tout pourquoi pour toi c'est le même phénomène qui se passe D'accord. que ce qu'il a en face de lui sur le tableau. Enfin voilà. Et puis donc il va falloir essayer d'aller découvrir les analogies. Ah bah oui, tiens, on va aller chercher pourquoi ça se passe comme ça pour les groupes finis. Ah, on a un théorème ici qui nous permet d'effectivement de transcrire ce genre de propriété géométrique en propriété algébrique. Ah, est-ce qu'on a l'équivalent de ce théorème dans notre situation? Et puis petit à petit, on va essayer de verbaliser nos intuitions. D'accord. Et il va y avoir une sorte de ping-pong. Ah bah oui, oui, non, mais ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à telle autre chose, dont moi, je ne pourrais pas être au courant, par exemple. D'accord. Donc, c'est une sorte de mise en commun des intuitions, mise en commun des savoirs qui va nous permettre d'avancer plus vite sur un problème donné. Ouais. D'accord. Donc, ok. Donc en fait, c'est assez comparable à ce qu'on fait dans les autres disciplines, en fait. C'est fort probable, Voilà. mais C'est voilà. c'est juste que c'est un peu plus conceptuel. Voilà, D'accord. il y a un côté abstrait, dialogue qui laisse toujours perplexe les autres personnes qui sont dans la même pièce, mais oui, voilà. À part D'accord. ça, ça ressemble. Très bien. Ça me fait penser à en fait, la notion de calcul et en fait, on va dire calcul du point de vue informatique et les serveurs, les choses comme ça. Je sais qu'en physique théorique, par exemple, ils peuvent faire beaucoup de simulations et utiliser beaucoup d'ordinateurs. J'ai l'impression dans tout ce que tu me dis que tu me parles pas de ça en fait, que toi en tout cas dans ton domaine, tu n'utilises pas tellement des gros calculs et des choses comme ça. Alors, j'en utilise quelques-uns, mais c'est absolument pas nécessaire. D'accord. C'est-à-dire que la meilleure preuve quand on fait des mathématiques, c'est une preuve qui ne va passer par le minimum de calculs possible, on va dire. D'accord.
Et de temps en temps, on s'y résout. On lance un ordinateur et puis il nous traite les derniers cas restants. Et puis ça, il aurait fait des gros calculs. Alors on est quand même très attaché à des preuves vérifiables. Oui, Donc il faut que ce soit reproductible. Il faut fournir ton code. Il va falloir que la personne puisse lire le code pour vérifier que le code a été bien tapé. Sinon, il se peut qu'une petite erreur dans le code fait que le résultat qu'on a trouvé n'est plus valable d'un point de vue mathématique. C'est gênant, parce d'accord. que les mathématiques sont censées être très vérifiables, quoi. Oui, oui, oui. Et justement, pour résoudre ces modèles mathématiques, vous utilisez il y a des logiciels qui sont connus? Parce que moi, je connais par exemple Mathematica, mais je suppose qu'à ton niveau, c'est pas ça qu'on va utiliser. C'est possible, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est possible que des choses comme Maple, Mathematica soient très utilisées par certains collègues. Moi, j'utilise des choses qui sont assez spécifiques et qui vont permettre aussi de programmer les objets dont on a parlé. D'accord. Je peux dire à mon logiciel, tiens, prends tel groupe, je sais pas moi, de transformation. Alors en général, il va y avoir des petites hypothèses on peut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Mais prends tel groupe et puis tu vas utiliser telle routine pour calculer, je sais pas moi, je ne vais pas dire que c'est qu'une orbite, mais toutes les orbites de l'action de ce groupe sur une variété, c'est-à-dire on part d'un point et on lui applique toutes les transformations possibles contenues dans un groupe. D'accord. Si le groupe, c'est juste le groupe des rotations, ben, ça va nous donner une orbite qui est circulaire. On part d'un Oui. point, on lui applique toutes les rotations possibles, et voilà. Et, moi, je peux lui demander, bah tiens, est-ce que tu peux me calculer toutes les orbites sous un groupe qui est beaucoup plus compliqué sur une variété qui est beaucoup plus complexe, mais voilà. Sachant que derrière, il y a des routines qui ont été écrites par d'autres qui ont dit si vous vous retrouvez dans tel cas, il faut appliquer telle méthode de calcul, et puis résoudre telle chose, et puis résoudre un système d'équations linéaires à 248 paramètres. Voilà, c'est Ah oui. c'est des choses qui peuvent D'accord. intervenir. Mais D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces explications sur la façon dont tu travailles. J'aimerais maintenant discuter plus personnellement de toi, et j'ai toujours un peu les mêmes questions. Et la première question, c'est toujours, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière ou ta vie qui t'a rendu particulièrement fier et dont tu aimerais discuter avec nous? Donc ouais, moi il y a un truc où j'étais assez fier, Ouais. c'est euh, j'étais en train de collaborer avec un collègue Oui. sur quelque chose qui s'appelle les schémas de Hilbert ponctuels du plan, passons. Très bien. Ça décrit certaines déformations infinitésimales dans une variété donnée. On va décrire si on garde que l'ensemble des directions infinitésimales, ben, finalement, on retrouve une sorte de cercle où on va prendre toutes les directions possibles et ça nous donne un objet qui est géométrique. D'accord. Et on peut faire la même chose avec pas des branches de droite, mais des branches de parabole ou des branches de choses qui sont un petit peu plus complexes et étudier la géométrie de cet ensemble. Donc c'était un domaine qui était très, très géométrique, tout ça Ouais. pour ça. Et on a réussi à passer par des objets qui me concernaient plus moi. D'ailleurs, c'est comme ça que la collaboration avait commencé, hein. Donc, Mhm. en l'occurrence, des variétés commutantes. Penser à l'ensemble des transformations qui commutent. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Si on prend deux rotations de même centre, elles vont commuter, par exemple. D'accord. Une rotation puis l'autre, ça nous donne la même chose si on fait la première puis la deuxième puis la première. Regardez l'ensemble des transformations qui commutent des transformations linéaires d'un certain espace de dimension n, bah, ça a un rapport avec ce schéma de Hilbert. D'accord. Donc on avait un pont, une connexion, on pouvait décrire l'un et l'autre, aller donner des propriétés sur un domaine et sur l'autre grâce à la connexion qu'il y avait entre les deux domaines. Ouais. Et ma petite fierté personnelle, c'est que après cette collaboration, je travaillais un petit peu sur la conceptualisation de mon problème du côté variété commutante et je me suis dit, bah tiens, là il y a quelque chose qui est important. On a utilisé le fait qu'il y a un nombre fini d'orbites dans telle situation. Est-ce que c'est vrai en général? Et tiens, pour le modéliser, j'ai besoin
de choses que j'ai déjà vues dans un domaine qui s'appelle les représentations de Carquois. D'accord. Donc je suis allé demander à un spécialiste des théories de représentation de Carquois et après il m'a dit je sais pas trop là et puis 4 jours plus tard il m'a dit ah, j'ai fait des calculs pendant 4 jours, la réponse est la réponse c'est ça, c'est pas toujours vrai mais c'est vrai dans tel et tel cas et ça va être cela qui t'intéresse. Et donc après, on a continué une collaboration, bah, pas avec lui, mais avec une de ses étudiantes. Et pour le coup, j'ai vu vraiment les deux aspects, quoi. On avait 3 domaines qui étaient reliés. On avait Oui. schéma de Hilbert, variété commutante et puis représentation de Carquois. Moi, j'étais un petit peu au milieu et puis je voyais vraiment le pont de s'opérer de qu'est-ce qu'on était capable de prouver ici, qui avait des conséquences importantes à ce niveau-là, quoi. Donc c'était ma D'accord. petite fierté Ah ouais, mais personnelle. c'est intéressant et ça revient sur cette notion de conceptualisation dans ta tête où tu as senti qu'il y avait ce lien à faire et tu es allé le chercher, quoi. Donc voilà, ouais, c'est des choses que j'avais déjà vues en conférence, pas sur cet exemple précis, mais sur des choses qui ressemblaient, ouais. Ah, d'accord. Ah, merci. Et j'enchaîne toujours avec la question qui est, on va dire, l'opposé de la source de fierté. Est-ce que dans ta carrière, à un moment, il y a eu une erreur, une difficulté, quelque chose que tu as réussi à surmonter et dont tu aimerais parler? Alors surmonter, on verra, mais D'accord. oui. Oui, oui, bah, j'ai un truc en tête, c'est une autre collaboration. Euh, donc on était 4 sur le coup. Euh, on avait un nœud central, enfin un collègue qui nous avait mis en relation à 4 pour essayer de résoudre un de ces problèmes, quoi. Mhm. À 4, c'est plus compliqué qu'à 2 quand même, mais surtout qu'on était à des situations géographiques assez différentes. Ouais. Et tant bien que mal, on est arrivé à résoudre une première partie de ce qu'on voulait, même si dans ma tête c'était un petit peu petit bras, quoi. Enfin, Oui. pour moi, on n'avait pas fait un grand pas vers l'avant. Et on a voulu faire la suite et on s'était dit, bah tiens, enfin il y en a un qui avait suggéré, regardez là, on utilise quelque part des crochets de poisson d'ordre 1, quelle que soit la chose que ça veuille dire. Oui, oui. Si on utilisait des crochets poissons généralisés d'ordre arbitraire, ça nous permet de produire beaucoup plus d'éléments qui nous intéressent. Et avec tous ces éléments, on pourrait essayer de démontrer le résultat qui- qu'on cherche, quoi. Ouais. Et donc moi, je suis parti sur cette idée. Bah, tiens, ouais, j'arrive à créer ça, j'arrive à créer ça. Et puis on arrive à recréer tout ce qu'on veut dans plein de cas. D'accord. On n'arrive pas encore à tous les cas, mais tout ce qu'on veut dans plein de cas, c'est déjà quelque chose de sensible, quoi. Et je sais pas, 1 an ou 2 ans plus tard, je suis revenu un petit peu à la charge en disant, ouais, d'accord, mais pourquoi si on a ces crochets de poisson généralisés, pourquoi on arrive à y arriver, quoi. C'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dès le départ. Ah, oui. Donc voilà, un certain nombre de calculs qui sont tombés à l'eau, qui sont peut-être sauvables si on arrive à avoir des versions, mais non, il y avait clairement une mouche dans le potage, quoi. Oui, donc je comprends pourquoi tu dis Dès le début. que tu vas peut-être t'en remettre. Voilà. On espère pouvoir quand même transposer les calculs et dans un certain nombre de cas arriver à en faire quelque chose. Mais il nous manque clairement l'ingrédient clé du départ qui nous a fait partir dessus, quoi. D'accord. J'ai l'impression que ça implique que dans ton travail, on va dire, beaucoup d'interdépendance entre les pas suivants et les pas précédents, et que si au départ il y a une petite erreur, en fait tout le reste est faux, quoi. Est-ce que ça c'est systématiquement vrai ou Non, non, c'est pas systématique justement parce que normalement tout ce travail de conceptualisation, il est là pour que s'il y a un problème, alors soit il y a un vrai problème et puis l'intuition était fausse au départ, mais en général on essaye de s'assurer que ou de toujours vérifier que notre intuition reste valide pas à pas, quoi, que l'idée générale qui nous a guidés oui. n'est pas mise en défaut à tel ou tel étape du calcul. Et ça m'arrive régulièrement de voir que mon intuition est complètement fausse par des calculs, avant de me dire, mais attends, est-ce qu'elle était vraiment fausse? Est-ce que c'était ça? Finalement, voir que non, il suffisait de faire un petit tour, un petit détour, mais on arrive quand même à s'en sortir, quoi. D'accord. Donc là, je pense que ce qui m'a piégé, c'est que on était dans une collaboration où on n'avait pas l'occasion de discuter tous les jours entre nous. Et je suis parti de ce résultat où je lui ai fait confiance et je me suis lancé tête bêche dans des calculs sans. J'aurais dû revenir beaucoup plus tôt vers lui. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Euh,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ton domaine de recherche, tout ça, un truc qui t'enthousiasme, soit dans ton domaine de recherche, soit dans la recherche en général, un truc où tu te dis, oula, ça a l'air sympa. Alors, j'ai pensé à un truc dont je discute depuis pas longtemps avec un collègue pour le coup sur place, quoi. Ouais, C'est ce qui s'appelle les certificateurs de preuves, je pense. Donc l'idée, c'est justement de vérifier avec un ordinateur que le raisonnement est correct. d'accord, Donc le travail qui est fait en amont, c'est que il y a des certificateurs de preuves qui ont une certaine base logique qui sont rentrés en eux. On leur dit, tu as le droit de faire telle et telle étape de raisonnement. Si tu as une propriété A qui implique une propriété B et que tu as une propriété B qui implique une propriété C, l'utilisateur a le droit d'appeler par une commande que la propriété A va impliquer la propriété C. d'accord. Une étape tout à fait élémentaire de raisonnement, et donc juste avec des étapes élémentaires de raisonnement, plus des axiomes sur les objets qui nous intéressent. Tiens, notre loi de composition doit être associative. Si la loi est associative, est-ce que j'arrive à démontrer telle chose? Et donc pour ça, il faut décomposer à l'ordinateur en toutes petites étapes. Ouais, Il faut finalement reconstruire la théorie mathématique, mais en étant sûr qu'on passe facilement d'un cran à l'autre, quoi. Que d'accord. l'ordinateur est capable de passer de la ligne 1 à la ligne 2. Et lui, l'ordinateur, en général, il accepte pas l'intuition, quoi. Oui, Il d'accord, faut ouais, vraiment lui donner un truc qui soit carré, quoi. d'accord. Et donc ça, c'est quelque chose Et de nouveau alors? alors, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 20 ans, mais je sais pas. Là, j'ai un collègue qui s'y intéresse. D'accord. Moi, je commence à m'y intéresser. Manifestement, il y a un langage dans lequel il y a une certaine communauté qui est active et qui commence à redémontrer des choses, à certifier des preuves. Ils ont certifié un résultat de Peter Scholze, qui est une médaille Fields D'accord. qui est très en vogue en ce moment, quoi. Donc voilà, je me dis, ça vaut le coup de s'y intéresser, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Si on reconstruit, l'idée étant que si on reconstruit toute la théorie mathématique, mais de façon certifiée par ordinateur, ce soit facile ensuite pour un mathématicien d'implémenter sa propre preuve. Il pourra utiliser Oui, tel théorème, ils seront déjà rentrés dans le système. Alors que là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à construire. d'accord, merci. Et j'aime bien terminer par une recommandation culturelle, donc au sens très large, et que ce Mhm. soit en mathématiques ou pas du tout. Donc est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller en lecture ou en série, en film? Alors moi, je suis tombé il y a pas longtemps sur une chaîne de vulgarisation des mathématiques. Oui, Alors, vulgarisation au sens large, hein, c'est-à-dire que ça peut être des mathématiques qui sont quand même ardues. Donc, ça s'appelle MicMath. Et voilà, je trouve que celui qui fait ça, je suis tombé sur une vidéo sur les nœuds de Conway, enfin sur de la topologie en général, et je trouvais ça vraiment très bien fait. Donc, je vous engage à regarder. Sinon, une suggestion un peu plus littéraire, on va oui, dire. Toujours quelque chose qui ressemble à des maths, même si le mot mathématique n'est pas prononcé une seule fois. Il y a peut-être le mot équation qui est prononcé. d'accord. C'est la Chronique des Princes d'Ambre, voilà, Ah oui, de Zelazny, d'accord. où je trouve qu'il y a vraiment un univers qui ressemble à ce qui se passe en mathématiques. Après, c'est peut-être une interprétation personnelle. Ah bah oui, enfin je m'étais jamais fait le lien entre les mathématiques et le prince d'Ambre, mais pourquoi pas? Faudra peut-être que je les relise alors pour me rendre compte. Merci. Voilà, en tout cas, quand ils voyagent entre les mondes, ils expliquent que c'est un petit peu comme s'ils résolvaient une équation, il faut qu'ils ajustent la teinte du ciel, puis finalement, il y a la forme des voitures qui a changé, donc ils sont obligés de recorriger la forme des voitures. Enfin, bon. Oui, pour arriver dans le bon univers exact qu'ils voulaient, oui. Et c'est pas la seule analogie, ouais, ils en font. D'accord. Ah bah c'est intéressant, merci. Euh, enfin, si quelqu'un suite à cette interview veut te contacter et discuter avec toi, c'est quoi le plus simple? Oh, le mieux, c'est mon adresse email, hein, D'accord, donc bah, je la rajouterai. Et bah Voilà. merci beaucoup pour tes réponses. Bah, merci.